Bienvenue dans ce webinaire de l'art de Mano-Médical. Donc, je vous présente le docteur Jossier, responsable d'imagerie médicale au centre de référé Véteraire à Angers, auteur du livre Radiologie canine et féline, un an pour se perfectionner, que vous connaissez probablement, ainsi que d'autres livres. Donc, docteur Jossier, je vous laisse maintenant la parole pour cette présentation. Donc, je vous laisse tous entre les mains du docteur Jossier. Oui, bien, bonjour à tous, merci d'être là à cette heure plutôt habituelle de manger, peut-être que vous mangez en même temps, donc bon appétit à ceux qui mangent. Donc je vais mettre un partage d'écran pour que vous puissiez voir directement le PowerPoint. Voilà, je pense que ça doit être bon. J'espère que vous m'entendez bien également. Il va y avoir peut-être un petit peu d'écho, alors faire attention, baisser un petit peu votre son, je pense. Ou alors les gens de Webikeo vont vous conseiller pour cela. Et c'est parti. Donc on va voir comment optimiser donc, les radiographies osseuses numériques. Donc la radiographie, c'est un examen de première intention et de choix pour explorer le squelette. Dès qu'on a une anomalie squelettique, quasiment toujours le premier réflexe après l'examen clinique, c'est d'aller faire des radiographies. On a de plus en plus de radiographies numériques qui soient disponibles dans les cliniques, toujours de plus en plus. Mais il faut faire attention à certains éléments quand on veut acheter un appareil, quand on l'utilise, pour pouvoir optimiser cela. Donc une bonne radiographie osseuse, globalement, c'est une bonne installation avant tout. Parce que si on a une mauvaise installation, c'est un petit peu compliqué de faire des bonnes radiographies. Donc on va voir quels sont les éléments auxquels il faut faire attention lorsqu'on installe un nouvel appareil. De bonnes constantes et un bon traitement d'image. Une bonne technique également, parce qu'on a beau avoir un bon appareil, si on ne fait pas techniquement ce qu'il faut, ça ne marchera pas. Et puis aussi, in fine, une bonne interprétation. Et puis aussi, on va voir pour terminer qu'il y a certains éléments particuliers de défaut de qualité de la radiographie numérique, et on va voir en termes d'exploration osseuse, qu'est-ce que cela peut donner, les principales choses à savoir reconnaître. Donc qualité de l'installation radiographique. Donc à quoi faire attention? Ce n'est pas toujours évident quand on change d'appareil de radiographie. J'essaie de mettre la petite box là. J'aime pas, excusez-moi un instant. Alors à quoi il faut faire attention? La première des choses, c'est la différence entre choisir un capteur plan et choisir des cassettes numériques. Alors ça, c'est un choix un peu en fonction du prix, on n'a pas toujours le même prix entre les deux, et puis un choix un petit peu pratique. Sur le capteur plan, on va pouvoir obtenir des radiographies souvent un petit peu plus rapidement que sur les cassettes. Les cassettes, elles permettent de faire certaines vues que le capteur plan ne peut pas. Si on doit faire des vues intraorales, par exemple, le capteur plan, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a aussi un choix pratique par rapport au vieillissement. Une cassette, ça se remplace facilement si on en a une qui est abîmée. Un capteur plan, il faut changer toute l'installation. Donc ça, il faut prendre tout ça en compte par rapport à ce choix. La deuxième des choses, c'est que quand on va acheter une nouvelle radiographie, faire attention à la table que l'on achète, à la qualité du générateur, mais ça c'est la base, mais aussi au logiciel qu'on va vous présenter, parce que c'est quelque chose qui est très important au moment du traitement de la radiographie qu'on va avoir fait, d'avoir un logiciel qui soit ergonomique et pratique. Et puis aussi les écrans de lecture que l'on va choisir, ça aussi c'est important. La radiographie, ça a permis d'apporter beaucoup de choses, la radiographie numérique, mais au niveau de la résolution, c'est ce qui peut parfois encore pêcher, donc c'est ce à quoi il faut faire attention. La résolution, c'est quoi? C'est quels sont les plus petits éléments que l'on va pouvoir différencier entre eux. Donc de ça va dépendre la taille et le nombre de pixels. Donc comme vous allez vous fournir avec un nouvel appareil, vous pouvez comparer entre les appareils qui vous sont présentés, la taille des pixels et puis le nombre de pixels. Plus ces valeurs seront élevées, meilleure sera la résolution. Et en plus de ça, il faut faire attention à ce qu'on appelle le bit depth, c'est-à-dire le nombre de grilles affichables. Parce que si vous avez énormément de pixels, mais que vous ne pouvez différencier que peu de grilles, ça va tout de suite influencer la qualité de la résolution.
Donc à ça et ça, il faut faire attention. Et comment en pratique le voir en plus des notices où on va regarder le nombre de pixels et puis également la taille des pixels, eh bien en zoomant, parce que ces deux radiographies, celle de gauche, celle de droite, peuvent à première vue sembler d'une qualité comparable, mais en zoomant, si on regarde un petit peu au niveau des petits sésamoïdes gastrocnémiens, on va voir qu'on n'a pas du tout la même chose. Il faut aller chercher en fait ce pixel en zoomant, et on voit bien que sur la radiographie de droite, la résolution, elle est moins bonne. Parce que dès qu'on va zoomer, on va pixeliser et on ne va pas pouvoir étudier finement le contour ici des os sésamoïdes, même si de loin, ça semblait assez comparable. Et puis, dernière chose, on fait aussi attention évidemment au prix, en fonction du rendement de la clinique et en fonction du nombre de radiographies que vous allez faire. On ne va pas évidemment pouvoir se permettre le même type d'installation. Donc ça, ce sont les principales choses pour le choix de l'installation. Ensuite, choix des constantes et du traitement de l'image. La radiographie osseuse, ça a vraiment apporté une nette amélioration. On a vu que pour la résolution, ce n'était pas forcément le cas par rapport à la radiographie argentique. Mais par rapport à d'autres choses, c'est le cas. La radiographie numérique a nettement amélioré la latitude d'exposition. C'est-à-dire, quand vous faites une radiographie sur une zone donnée, avant, en radiographie argentique, il fallait être précis sur l'exposition que l'on allait faire pour obtenir un cliché qui soit de bonne qualité. Avec la radiographie numérique, on va pouvoir se permettre, entre guillemets, certaines erreurs, c'est-à-dire une radiographie sous-exposée ou une radiographie surexposée. L'appareil va être capable de vous afficher quelque chose qui va être à peu près lisible quand même. Mais on verra après dans les défauts de qualité que ça ne permet pas de s'affranchir d'un tableau de constante et qu'il faut donc à chaque installation travailler le tableau de constante comme on l'a toujours fait pour avoir malgré tout approché la meilleure exposition qui soit de la zone explorée. Donc ce choix de constante, comment il va se faire? Principalement au niveau de ce que l'on veut afficher prioritairement, c'est-à-dire le squelette. Et le squelette, il a un faible contraste naturel, mais l'avantage, c'est qu'on a peu ou pas de mouvement par rapport à un thorax ou un abdomen. Donc le but, ça va être de pouvoir afficher une trame osseuse la plus fine possible, avec le plus de détails possible. Et en même temps, de pouvoir observer les tissus mous. Donc c'est là où il faut éviter d'avoir une surexposition, sinon on risque de perdre cette observation. Donc pour ça, on va utiliser des kV relativement faibles, parce que plus vous allez utiliser des kV faibles, meilleur sera votre contraste de la radiographie. Et pour obtenir une exposition suffisante, eh bien, on va utiliser des milliampérages secondes qui vont être relativement élevés. Et cela, on va le faire selon l'épaisseur du corps, donc toujours suivant notre tableau de constante qui va être selon l'épaisseur. On ne va pas faire la même chose sur une extrémité de doigt de chat ou sur un bassin de labrador. Donc, des exemples de valeurs, toujours quand on donne des exemples de valeurs de choix de constante, c'est toujours à titre informatif parce que ça dépend vraiment beaucoup de l'installation, du générateur, des cassettes utilisées, aussi un petit peu des traitements derrière de l'image. Donc à chaque installation, son tableau de constante. Donc ici des exemples sur un coude, on va être amené à utiliser des kV entre 35 et 45 et des milliampérages secondes entre 8 et 12, ou sur ce bassin, des kV plus élevés, un milliampérage également plus élevé pour pouvoir traverser plus de tissu. Ensuite, la grille va venir en complément pour s'affranchir des rayons diffusés. Quand sur votre faisceau primaire qui est donné par le générateur, quand il va arriver sur le corps, on va avoir des rayons diffusés. Et eux, on essaie de les éliminer avec la grille de manière à garder que le faisceau primaire. Donc cette grille, on l'utilise surtout au-dessus d'épaisseur de plus de 10 cm. Et là aussi, il va y avoir une différence entre les capteurs plans et les cassettes, parce que autant sur les cassettes, vous avez toujours sur les installations quasiment systématiquement la possibilité de choisir ou non avec la grille. Sur les capteurs plans, ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des traitements en fait qui se font différemment. Si la grille est constamment présente, il faut pouvoir un petit peu l'effacer quand on n'en a pas besoin. Ensuite, le traitement de l'image, une fois qu'on a bien choisi les constantes et qu'on a un bon tableau de constantes, il faut savoir que les traitements de l'image se font à plusieurs niveaux. Il y a des pré-traitements d'usine, le traitement d'image et le post-traitement d'image. Le pré-traitement d'usine, on n'y a pas du tout accès, c'est ce qui est travaillé en amont.
Et le technicien qui va être votre interlocuteur, il n'y a pas accès non plus directement. On va pouvoir éventuellement sur un problème faire des retours pour que ça puisse être retravaillé, mais on n'a pas de travail en direct possible. Le traitement d'image, c'est quelque chose que vous allez faire lors de la mise en place de l'appareil. C'est-à-dire que vous avez, quand vous achetez un nouvel appareil, ou si vous en avez acheté un, il ne faut pas hésiter à continuer à avoir des interactions avec votre vendeur et avoir voilà, la possibilité de continuer à travailler l'image. Les appareils en plus ils évoluent, hein, donc il faut aussi parfois revenir faire des calibrations, faire des traitements d'image. Donc on le fait lors de la mise en place et puis après régulièrement, une fois par an, bon, c'est bien. Donc pour choisir ce qu'est une bonne radiographie thoracique, hein, vous aviez peut-être suivi le webinaire d'Hélène précédemment, ce qui est une bonne radiographie abdominale et ce qui est une bonne radiographie osseuse. Donc ces choix-là, ils se font aussi à ce moment-là. Et il faut, donc c'est un travail qui est fait conjointement, vous êtes guidé par le technicien, puis aussi vous devez un petit peu apporter ce que vous souhaitez pouvoir voir. Puis on va voir ce qu'est une bonne radiographie osseuse. Et puis le post-traitement, c'est une fois que vous avez eu des filtres un petit peu préétablis en fonction de la localisation, vous avez toujours possibilité de changer le contraste et changer la luminosité. Donc le contraste, hein, vous voyez en fait, vous n'avez pas possibilité d'afficher forcément sur une même image tout le panel des grilles qui peuvent être disponibles, mais on va choisir une largeur de fenêtre qui va vous donner un contraste et une luminosité qui va correspondre à la hauteur. Donc ça, c'est des choses qui se font varier assez simplement. Donc on a ces trois étapes-là. Et c'est là où il ne faut pas faire des erreurs sur le traitement et le post-traitement. On a vu le pré-traitement, on n'y a pas tellement accès, mais le traitement et le post-traitement, il faut faire attention à ce qui vous est vendu, et il faut faire attention à ce que vous demandez. L'erreur classique et qu'on voit assez régulièrement, c'est de confondre l'information et l'esthétisme. Quand on fait de la radiographie, on n'est pas là pour faire des jolis tableaux, on est là pour avoir une information. Et cette information, elle passe par une image qui n'est pas non plus trop contrastée, où le contraste n'est pas exagéré. Sur l'image de gauche, par exemple, à première vue, elle pourrait paraître plus plaisante à l'œil, plus esthétique. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Si on compare les deux radiographies, celle-ci est de meilleure qualité, parce qu'on va avoir une trame osseuse qui va être plus fine. Vous voyez, ici, on perd, du fait du contraste trop important, on perd la trabéculation osseuse. C'est une zone qui est assez dense, mais on a une trabéculation qui est plus nette ici. Et on a des zones qui sont anormalement noircies où on risque de perdre de l'information. C'est le cas aussi également autour du cliché. Donc, attention vraiment à ces choix qui sont faits, et on voit de plus en plus des radiographies qui sont vendues avec un contraste exagéré, de manière à appeler l'œil sur les congrès, etc., de manière à appeler l'œil, parce que devant on se dit « Waouh, c'est joli, j'ai l'impression de voir de la profondeur, etc. » Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de l'information. Et l'information, il faut aller la chercher. Celle-ci, elle est trop contrastée également, au niveau des foramen intervertébraux. On perd de l'information parce que c'est trop noirci. Donc il faut aller rechercher assez de contraste pour pouvoir voir correctement la trabéculation osseuse. À droite, une image assez contrastée. À gauche, pas assez contrastée parce qu'on a une espèce de flou sur cette trabéculation osseuse. Et puis aussi, on perd un petit peu sur la visualisation le contraste qu'on peut avoir au niveau des tissus mous ici, du coussinet adipeux intrapatellaire qui est un petit peu moins bien délimitable qu'ici. Et puis attention aussi à, donc encore une fois, à ne pas avoir trop de contraste parce qu'on va majorer certaines lésions, comme une petite lésion ostéolytique sur cet humérus en région proximale. Et quand on zoome, on s'aperçoit qu'on a aussi une petite bande noirâtre là en région du périoste qui n'a pas lieu d'être. Cette zone-là, elle n'est pas de densité moindre normalement que le tissu adjacent. Ça, c'est dû donc à des filtres et à un contraste qui est mis de manière trop importante, de manière à flatter l'œil. Méfiez-vous de ces radios où on a l'impression d'avoir une 3D. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche vraiment l'information, la trabéculation osseuse et voir les tissus. Ensuite, avoir une bonne technique radiographique, ça passe d'abord par le fait de se mettre dans de bonnes conditions. Votre salle de radiographie, il ne faut pas qu'elle soit trop encombrée, il faut que vous ayez des accès à chacun des bouts de la table, si possible de ne pas avoir trop de choses qui soient stockées autour, pour pouvoir être dans de bonnes conditions. Ensuite, avoir une contention qui soit correcte, avoir assez de personnes pour faire un cliché, demander de l'aide au propriétaire
à vos ASV également pour faire les clichés correctement, parce qu'on met autant de temps à faire un bon cliché qu'à en faire un mauvais, si on ne se met pas dans de bonnes conditions. Et puis, ne pas hésiter à avoir recours à une contention chimique, si on en a besoin, en fonction du caractère de l'animal. Et puis, ça devient aussi indispensable pour certains clichés, quand on a besoin de positions qui sont extrêmement spécifiques. On pense notamment au dépistage des hanches et des coudes. Les radiographies de face du rachis, c'est quasiment impossible de faire de bonnes radiographies de face du rachis sans avoir une contention chimique. Les radiographies également du crâne, des dents, des articulations temporomandibulaires. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ensuite, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on a vu un petit peu le choix de l'installation et puis on est en train de voir la technique un petit peu radiographique. Alors. Donc, ensuite, un des éléments vraiment les plus importants, c'est quand on fait des radiographies osseuses, donc on va voir des grands principes, parce que s'il fallait revoir toute la technique radiographique osseuse, on en aurait déjà pour 2 heures pour ça, mais les grands principes sont vraiment très importants. La première des choses, c'est qu'on radiographie toujours au plus près de la table. Pourquoi parce que si on éloigne, ici vous avez le générateur, ici la table, le capteur plan ou votre cassette numérique, si votre patient n'est pas suffisamment proche de la cassette, eh bien, vous allez avoir un flou qui va se faire sur l'ensemble des contours. Et ce flou sera d'autant plus important que le patient sera éloigné de la cassette. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis aussi, vous avez toujours un agrandissement qui se fait. Et pour minimiser cet agrandissement, il faut encore une fois que le patient soit le plus près de la cassette possible. Donc c'est pour ça qu'on radiographie, pour les membres en tout cas, le membre qui est du côté du décubitus, jamais l'autre. Sinon la radiographie va être de mauvaise qualité. Ensuite, on essaie toujours de radiographier la zone d'intérêt et d'avoir une focalisation sur cette zone-là. Pour ça qu'on fait des radiographies qui sont différentes entre une radiographie qui va être articulaire. Ici, par exemple, au niveau de ce gracé, on va vraiment garder, on va dire, un tiers des flux osseux adjacents et être centré sur l'articulation. Et on va faire cette radiographie différemment si on veut faire une radiographie du tibia ou si on veut faire une radiographie du tarse. Donc, je vous avoue, ce n'est pas le tibia de ce chien-là, parce qu'il n'est pas assez long, mais c'est pour vraiment illustrer. Parce qu'on ne va pas obtenir la même chose. Le but, dans ces cas-là, c'est de limiter au maximum les déformations. Et limiter ces déformations, excusez-moi, je reprends. Donc le but vraiment de centrer toujours sur la zone d'intérêt, c'est de limiter les déformations, parce que sur les zones les plus périphériques de votre champ exploré, vous aurez plus de déformations. Et c'est particulièrement important si vous faites une radiographie articulaire et que vous voulez étudier l'interligne articulaire. Si vous vous mettez ici comme ça, centré sur le tibia, cette zone-là, son exploration, elle ne va pas être très très bonne. Vous allez avoir des déformations. On se centre dessus. C'est particulièrement donc important sur ces interlignes articulaires. Pareil, pour les radiographies, j'ai essayé de reprendre des choses qu'on voit sur les avis radio qui nous sont envoyés. Une des erreurs qui est faite souvent sur les colonnes, c'est de vouloir faire trop de colonnes d'un coup. Ces déformations, vous allez les avoir sur les portions périphériques, la portion la plus crânienne, la portion la plus caudale. Vous allez moins bien pouvoir juger de l'épaisseur des espaces intervertébraux. Donc on essaie de faire des petits morceaux, toujours de la colonne. Donc si on veut faire une colonne thoracolombaire, on fait une zone lombaire, une zone thoracique, une zone de la région lombo-sacrée. On va vraiment améliorer notre qualité, plutôt que de faire d'emblée toute la colonne. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on obtient beaucoup plus d'informations. Ensuite, une bonne technique, c'est aussi savoir ce que l'on cherche en amont. Pourquoi est-ce qu'on fait la radiographie? On ne fait pas une radiographie, mais des radiographies. Je m'explique, on doit adapter notre examen toujours à ce que l'on va rechercher. Je cherche une fracture, je cherche une luxation, que sais-je encore, on ne fait pas exactement la même chose. Et on a vraiment des positions qui vont être très spécifiques.
Notamment, pour toutes les régions, on va avoir des superpositions osseuses, on pense au crâne, avec les radiographies pour les articulations temporomandibulaires, pour les bulletins tympaniques, pour les dents, pour voir les mâchoires. On a des positions qui sont très spécifiques. Pour aller voir les processus coronoïdes médiaux aussi, on va essayer toujours de désuperposer la zone d'intérêt. On va faire une radio de la tête, une radio du coude. Et puis, si on recherche aussi des instabilités dans les radiographies en contrainte, si on cherche par exemple une instabilité atlanto-axiale, des radiographies en flexion du cou, etc. Alors pour ça, on n'est pas obligé d'avoir tout ça de libre, mais c'est bien d'avoir des bouquins qui vous guident, qu'est-ce que je cherche, et à ce moment-là, j'adapte ma technique en fonction de ce que je cherche. Et puis surtout, un des grands principes, alors ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant, on fait toujours une radiographie de face et une de profil. Ça évite certaines erreurs parfois monstrueuses. Donc un exemple ici, c'est vraiment juste pour illustrer. Les radiographies, si on veut aller faire une exploration des bulles tympaniques, on a des vues spécifiques. Il y en a plus que ça encore. Il y a 5-6 vues différentes qu'on peut faire pour les bulles tympaniques et puis les articulations temporomandibulaires. Exemple ici, la vue rostrocaudale gueule ouverte ou la vue oblique 20 degrés. Les vues ont parfois des noms vraiment barbares, rostrolatéral, caudolatéral 20 degrés, qui permettent ici de faire une désuperposition de l'articulation temporomandibulaire et de la bulle tympanique du côté de la table, de manière à bien la voir. Alors que l'autre, vous voyez ici, l'autre bulle tympanique, l'autre articulation temporomandibulaire, on ne les voit pas bien. Donc il faut faire 2 obliques pour explorer les deux. Et puis, donc, on a vu au moins toujours 2 vues orthogonales. Un exemple ici, sur ce tibia, on devine on voit qu'il y a une tuméfaction importante des tissus mous autour du tibia. On devine des petites lignes ici radiotransparentes, mais sans déplacement particulier, alors que si on regarde sur la vue de face, on a quelque chose qui est évident. Donc ça, c'est un exemple, mais les exemples sont multiples dans ces situations-là. Toujours de vue, pour pouvoir interpréter correctement les lésions et surtout ne pas rater des lésions. Attention aussi en termes de technique radiographique à ne pas avoir des cadrages qui sont trop larges. L'appareil numérique, ça c'est un des avantages, c'est qu'il y a on va le voir après, une optimisation en contraste qui se fait. Avant une radiographie, la même position, le même cadrage, une radiographie argentique, vous ne pouviez pas afficher à la fois le bassin et afficher l'extrémité. Là, maintenant, avec la radiographie numérique, on a des traitements qui se font, mais c'est pour pouvoir afficher conjointement ces épaisseurs différentes, mais ça a aussi des inconvénients, parce que ces clichés-là vont avoir tendance à exagérer le contraste, à effacer l'évaluation des tissus mous tout de même, et puis à renforcer autour des structures de densité importante le contraste et créer des approximations en fait, sur l'information qui est donnée. Vous voyez autour de cette vessie qui a du contraste, en fait, c'est normal, c'est un examen fait après un contraste pour autre chose. On voit un halo, noirâtre qui se fait autour de la vessie. Ce halo, on le voit aussi autour des structures osseuses. Donc attention à ça, parce que ça peut conduire à des défauts d'interprétation. Et puis attention s'il y a des cadrages trop larges, parce que vous allez faire une exposition de vos doigts, exposition du personnel qui est jamais très beau. Technique radiographique, on fait aussi attention à ne pas superposer d'autres éléments, les mains, on l'a vu avant, les colliers, ici une laisse, ici un autre membre, la cuisse, ici qui vient gêner l'interprétation, là, une radiographie de Grasset qui n'est pas de bonne qualité. Ensuite, les conditions d'interprétation, ça c'est un élément qui est important, on prend le temps, et puis on essaie de se mettre dans des conditions qui sont relativement calmes. Une interprétation précipitée, qui ne prend pas le temps de tout regarder, c'est une interprétation qui est biaisée et qui risque de ne pas donner autant d'informations qu'il aurait été possible d'obtenir. Donc on prend le temps et on évite d'être trop pressé par l'entourage pour donner ses conclusions. On parle au client, d'ailleurs, qui peut être à côté en train de dire « Bon alors il y a quoi ?» À peine vous avez commencé à poser les yeux sur la radiographie. On fait attention aussi à la luminosité de la salle qui va jouer un petit peu
sur votre interprétation, parce que plus vous allez avoir une salle qui est lumineuse, moins vous allez pouvoir voir des grilles différents, et moins vous allez pouvoir avoir une évaluation fine. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de la salle, on essaie de ne pas être non plus complètement dans le noir, parce qu'une salle complètement noire, c'est pas non plus bon pour pouvoir différencier l'ensemble des tonalités de gris. Et puis, donc il y a la salle, et puis il y a aussi l'écran que vous allez utiliser. Les écrans qui sont trop brillants sont gênants pour l'interprétation, parce que vous avez, vous voyez là, ce magnifique paysage, mais on ne le voit pas du tout dans cette région. Alors c'est exagéré évidemment, mais c'est pour vous donner l'idée. Un écran qui va être brillant diminue le nombre de gris que vous allez pouvoir discerner. Donc on fait attention à ça. On essaie aussi d'avoir des écrans qui sont de taille suffisante, de ne pas interpréter des radiographies sur des téléphones, par exemple. On va perdre de l'information. Et avec une bonne résolution. Alors quasiment maintenant tous les écrans du commerce permettent d'avoir une résolution qui est correcte. Mais on a aussi des écrans qui sont très brillants, eux, qui vont être éventuellement gênants. Ensuite, bonne condition d'interprétation, c'est aussi avoir certains prérequis, avoir des connaissances en radioanatomie. Alors on ne peut pas tout savoir sur tout. Il y a deux manières de savoir les choses, soit parce qu'on le sait, soit parce qu'on sait où est l'information. Donc il est bon d'avoir un certain nombre de livres de côté, parce que reviennent se poser des questions en termes de radioanatomie. Est-ce que ce que je vois est normal ou pas, surtout sur des zones qu'on ne va pas forcément faire très fréquemment. Donc avoir de côté un bouquin. Je vous ai mis des exemples ici de livres. Tout le monde s'entend pour dire que ce sont d'excellents livres de référence. Il y en a bien d'autres, évidemment. On prend le temps, ça on l'a vu. Et puis l'avantage en radiographie osseuse, en tout cas pour le squelette appendiculaire, c'est qu'on peut comparer au monde contralatéral. Et puis, si on ne peut pas, par exemple sur un rachis cervical, on compare à d'autres radiographies que vous avez éventuellement de côté. C'est une question qui se pose, par exemple, est-ce que ce petit trou sur C1 est normal? Eh bien oui, le bouquin de radioanatomie me dit oui, c'est normal, ici, il y a un foramen. Et puis au besoin, vous pouvez aussi demander conseil. Encore une fois, on ne peut pas savoir tout sur tout, donc n'hésitez pas à demander conseil auprès de vétérinaires peut-être plus expérimentés, plus habitués à certains éléments radiographiques. Et dans ces cas-là, évitez d'envoyer des photos d'écran, parce que c'est des choses qu'on voit. On a une super installation radiographique, mais quand on va demander l'avis à un confrère, on prend le téléphone portable, on prend une photo de l'écran, puis on l'envoie. Là, on perd vraiment de l'information aussi. Alors essayez plutôt d'envoyer les fichiers que vous avez enregistrés, en JPEG ou encore mieux en DICOM. C'est les formats qui sont utilisés. Mais plutôt pas des photos de l'écran envoyées par SMS et où on demande une explication rapide. C'est exactement pas les bonnes conditions d'interprétation dont on vient de parler. Ensuite, les grands principes d'interprétation en radiographie osseuse, ça va être aussi là un petit peu succinct, parce que reprendre toute l'interprétation radiographique osseuse, il y en a pour 2 heures, pourquoi pas un autre sujet pourrait être fait là-dessus, mais il y a des grands principes. Moi, ce que j'aime bien toujours dire, c'est que quand on recherche quelque chose, on a fait un examen, on commence par regarder ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse souvent moins sur la radiographie osseuse, ce sont les tissus mous et ce qu'il y a autour. Donc on va regarder s'il n'y a pas des lésions des tissus mous. Ici, c'est un chien, on savait cliniquement qu'il y avait un problème au niveau des tissus mous, une tuméfaction qui était extrêmement importante de l'ensemble du membre. Ici, il s'agissait d'un sarcome des tissus mous. Ou un exemple ici plus classique sont les gracets instables, où le fait de visualiser une tuméfaction capsulaire avec le coussinet adipeux infrapatellaire ici, qui est normalement de densité graisseuse ici, qui devrait être plus étendu, qui est collabé par la tuméfaction de la capsule articulaire, c'est un signe vraiment fort d'inflammation et sur ces gracets de rupture de ligament croisé crânien. Donc attention à regarder en premier lieu ce qui ne vous intéresse pas. C'est vrai aussi sur la radiographie thoracique, par exemple, d'aller voir sur votre radiographie thoracique, d'aller voir s'il ne se passe pas quelque chose au niveau de l'épaule, au niveau du rachis, au niveau de l'abdomen. Et bien là, on regarde les tissus. Et puis après, on étudie si on observe des lésions osseuses, est-ce qu'on a des anomalies de conformation, est-ce qu'on a des anomalies de nombre, est-ce qu'on a des anomalies de position relative, de luxation vertébrale par exemple, est-ce qu'on a des proliférations osseuses, est-ce qu'on a des lésions de lyse osseuse, d'ostéopénie également,
Donc ici un exemple, on a une densification de la trame médulaire en plage en région diaphysaire, qui correspond à une lésion ici de panostéite. Une anomalie de nombre, ici avec une volibactérie, alors là c'est cliniquement on le savait déjà aussi, pour des radiographies amusantes. Ou ici une lésion ostéolytique avec une fracture qui est notable. Donc, prendre le temps de bien décrire pour arriver à des conclusions qui sont cohérentes par rapport à ce qu'il y a sur la radiographie. Ensuite, les défauts de qualité que l'on peut avoir en radiographie numérique, on a vu que la radiographie numérique n'a pas amélioré la résolution par rapport aux radiographies argentiques. Mais par contre, on a une optimisation en contraste qui est faite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on permet, la radiographie numérique permet d'observer conjointement des éléments d'épaisseur variable, ce qui ne doit pas obliger à faire des radiographies toujours larges et ne pas oublier de centrer les clichés. On a vu pourquoi ça, parce que ça, la radiographie numérique ne va pas corriger les déformations. Pas encore, peut-être à l'avenir, on ne sait jamais. Et puis, on a aussi une plus grande latitude d'exposition. Ça, c'est vraiment les deux grands avantages de la radiographie numérique, en plus d'avoir l'élément numérique lui-même. C'est l'optimisation en contraste et la grande latitude d'exposition qui est tolérée. Mais ce deuxième élément, la grande latitude d'exposition tolérée, c'est à double tranchant, parce qu'on pourrait facilement se dire, je ne fais pas trop attention à mes constantes, mais quand on ne fait pas trop attention à ces constantes, on obtient aussi des clichés qui sont de moins bonne qualité. Donc on l'a vu, cette grande latitude, elle permet d'obtenir des clichés qui sont affichés, plus ou moins lisibles, mais si on a une sous-exposition qui est trop importante, ici un cliché à peu près bien exposé, si on ne donne pas assez d'informations en fait, au capteur, il va donner une information qui est approximative et il va en résulter une image qui va être granuleuse. Et comme il ne sait pas avec quelle finesse, quelle grille il doit afficher, il y a une approximation et c'est ce qui va donner cet aspect granuleux. Donc si vous observez parfois des images que vous trouvez granuleuses, de manière uniforme généralement sur le cliché, eh bien, c'est que vous n'avez peut-être pas mis les bonnes constantes et que vous n'avez peut-être pas une bonne exposition. Ou alors parfois, ça peut être aussi le générateur qui ne va pas avoir bien fonctionné. Un autre exemple aussi, où là c'est franchement important, l'aspect granuleux de l'image. Alors là, aller sur cette colonne diagnostiquer une lésion ostéolytique, c'est une mission impossible, ou une prolifération osseuse, on n'a pas assez d'informations. À noter une grande différence par rapport à la radiographie argentique. Tout ce que vous aviez appris sur l'évaluation de l'exposition n'est pas valable en radiographie numérique. Vous voyez cette radiographie qui est largement sous-exposée. Les portions au dehors du corps, elles sont tout de même noires, alors qu'en radiographie argentique, avant, elles auraient été blanchâtres. Donc, on est obligé de réadapter ses connaissances par rapport à ça. A l'inverse, si vous avez une radiographie qui est surexposée, vous allez donner une intensité trop importante, une tension trop importante, ou les deux. Les capteurs vont être complètement saturés d'informations et ils ne vont plus pouvoir vous donner d'informations. Donc en tout cas, l'information va être nettement réduite. En particulier sur les zones où on va avoir une faible épaisseur, donc là les tissus mous sont complètement effacés. Et puis également, sur le tissu osseux, on a une perte d'information. Et ça, comme les capteurs ont été complètement grillés, entre guillemets, mais ce n'est pas du tout rattrapable en post-traitement. Vous aurez beau essayer de changer votre fenêtrage et changer la luminosité, vous ne réobtiendrez pas d'information. Il faut refaire le cliché. Donc attention à l'utilisation des constantes, encore une fois. Après, il y a des anomalies plus classiques, on va dire, qui rejoignent ceux de la radiographie argentique. Des défauts de centrage, des défauts de cadrage, des défauts de position, des défauts aussi de flou cinétique. Par exemple, ici, on cumule un certain nombre d'anomalies, un cadrage assez large, trop large, on ne sait pas trop si c'est une radiographie thorax ou si c'est une radiographie du cou, c'est quoi. En tout cas, on a beaucoup de flou qui va rendre difficile la délimitation ici des côtes. On a un cadrage qui est trop large et donc on a des déformations importantes sur les portions périphériques. Vous voyez par exemple là l'espace intervertébral n'est pas du tout délimitable.
Et puis voilà, la position aussi, comme on ne sait pas trop de quoi c'est, bon, un petit peu difficile, donc attention à ça. On a aussi un défaut classique, c'est d'avoir fait 2 clichés sur une même radio. Alors ça, on l'avait sur les radios argentiques, on peut l'avoir aussi sur les cassettes, sur les capteurs plans non, parce que tout de suite ça va vous afficher, puis après ça va passer à la radiographie suivante. Mais sur les cassettes, on peut avoir 2 clichés qui se superposent. Des choses un petit peu plus classiques. Et puis des artefacts un petit peu plus aussi spécifiques à la radiographie numérique. C'est ce que l'on appelle l'artefact de rebond, puis on va finir déjà là-dessus, ou l'artefact d'Hubert-Schwinger. Voilà, c'est M. Hubert-Schwinger qui l'a découvert. C'est quand on a, encore une fois, un cliché qui est souvent trop large. Le traitement de l'image, il passe par ce que l'on appelle un traitement par soustraction, de manière à optimiser ce contraste sur des épaisseurs différentes. De ce fait, on va avoir une certaine approximation sur l'information qui est donnée, et encore une fois, une majoration du contraste de certaines portions. En particulier, c'est quelque chose qu'on va observer en périphérie du matériel d'ostéosynthèse. Donc, on va avoir un halo noirâtre qui va se faire, et ce halo, on le retrouve tout autour, mais on le retrouve aussi sur les portions osseuses en périphérie des vis, et ça va rendre impossible la différenciation entre une lise en périphérie de la plaque ou cet artefact que l'on va avoir. Ou en tout cas, on ne pourra plus lire finement la présence d'une lise osseuse dans cette région-là. Et ça, c'était un artefact qu'on ne connaissait pas avant en radiographie argentique, donc attention à cela. Pour le diminuer, il faut mieux recentrer votre cliché. Et puis attention aussi, quand on a des clichés qui sont très très larges, on a certains appareils qui vont faire en fait une moyenne aussi sur l'ensemble des tonalités de gris, et donc sur une extrémité, si vous faites un cliché qui est beaucoup trop large et que vous avez plus de vide que de patients, eh bien vous allez avoir vraiment cette exagération en contraste qui va se faire. Donc il faut réduire votre cadrage, recentrer sur la zone d'intérêt pour s'affranchir de cela. Et si c'est toujours pas le cas, à ce moment-là, c'est qu'il faut revoir un petit peu le traitement d'image avec votre technicien. Donc en conclusion, pour avoir une bonne radiographie osseuse numérique, attention à l'achat, attention à la résolution de l'appareil, attention au logiciel qui vous est vendu avec, parce qu'un mauvais logiciel, c'est au quotidien que ça peut être ennuyeux. Attention aux écrans que vous utilisez, qui doivent être plutôt mat, plutôt avec une résolution qui est suffisante. De bonnes conditions aussi d'interprétation. Lors de l'installation, on fait attention au réglage, on fait attention à ne pas manger des images qui soient trop contrastées. On privilégie l'information à l'esthétisme, c'est vraiment un élément important. Et puis après, technique et interprétation rigoureuse à avoir pour l'ensemble de l'exploration du squelette, de manière à avoir une bonne interprétation. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez les poser par la petite box. On va pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Bon, a priori, pas de questions alors. Alors, une radiographie avec une plaque ou autre doit, si j'ai bien compris, être correctement collimatée sur la
zone. Alors, je pense que Alison, ça doit être pour la dernière, par rapport à la dernière radiographie. Présentation, merci. Bien oui, effectivement, pour limiter effectivement cet artefact-là, on va collimater effectivement sur la zone au maximum. La réponse était dans la question. Bien de rien. Alors n'hésitez pas, normalement le PDF doit être mis aussi sur l'interface de WebIKEO. Alors il était un petit peu lourd, alors je ne suis pas sûr qu'ils aient pu le mettre. S'il y a des gens parmi vous qui souhaitent avoir le PDF de la présentation, je peux vous l'envoyer par mail. N'hésitez pas à m'envoyer à ce moment-là un petit mail à l'adresse. Ah, très bien. A priori, il est sur l'interface. Alors, indice d'exposition sur mon logiciel. Je ne sais plus lequel. On m'a dit qu'il fallait être proche de 2000. Je ne sais pas comment c'est calculé. À quoi ça sert? Alors là, ça va me poser une colle un petit peu aussi. Hein. Ça, il faut revoir plutôt avec le technicien. Indice d'exposition. Alors, il peut y avoir après des techniques un petit peu particulières en fonction des appareils où ils vont vous guider pour cela. J'imagine que ça doit être par rapport entre ce que l'on va jouer entre la tension et l'intensité, où les deux doivent arriver à peu près dans cette proportion-là. Je ne sais pas à quoi correspondent ces 2000 exactement, pour pouvoir avoir effectivement assez d'informations au niveau des capteurs. Donc peut-être que, donc c'est pour répondre à Roxane, peut-être qu'il y a une... peut-être que quand tu choisis ton intensité et ta tension, ça te donne en même temps cet indice d'exposition sur le logiciel. C'est peut-être ça, mais alors là, ça va être plutôt à revoir avec le technicien qui a fourni l'appareil. Ce n'est pas spécialement classique à ma connaissance. Visible après coup. C'est-à-dire que cet indice, il est donné après avoir fait la radiographie. Ah oui, alors ça, vraiment à revoir avec le technicien. Désolé, je ne vais pas pouvoir en dire plus. Donc une autre question, avez-vous des conseils pour la radiographie de gestation concernant les réglages? Alors sur les radiographies de l'abdomen, ça va être un petit peu comme l'osseux. On cherche le contraste dans l'abdomen, il n'est pas aussi contrasté que le thorax. Donc on utilise globalement des KV qui sont relativement faibles et une exposition assez élevée. Alors souvent un petit peu moins élevée que pour l'osseux, parce que sur l'abdomen, on risque d'avoir un petit peu d'artefacts de mouvement. Alors ça, c'est la première chose, donc pour obtenir un cliché qui soit de base assez contrasté, et puis ne pas hésiter sur les radios de gestation, c'est toujours un sujet qui pose problème, ne pas hésiter après sur le post-traitement à faire varier pour afficher un contraste, pourquoi pas cette fois-ci exagéré. Parce qu'on peut avoir des fœtus qui ne soient pas forcément extrêmement calcifiés, surtout en fonction du stade que l'on fait la radiographie. Si on le fait avant 45 jours, ça peut être très facilement trompeur. Donc il vaut mieux attendre 45-50 jours sans problème. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis voilà, majorer ce contraste après sur le post-traitement en faisant varier la largeur de fenêtre. Et puis, mon conseil aussi sur les radiographies de gestation, c'est souvent problématique quand on a des chiens qui sont de grand format pour avoir tout sur le même cliché. Il faut vraiment avoir tout l'abdomen et avoir 2 voire 3 clichés pour pouvoir comparer le nombre. Parce que sur des portées qui sont prolifiques, ça peut être vite trompeur. Donc 2 voire 3 clichés en ayant bien jusqu'au diaphragme crânialement et avoir la filière pelvienne caudalement. On peut être surpris parfois d'avoir des fœtus qui sont assez crâniaux et sur un chien de grand format, si on fait une radiographie un peu trop caudale, on peut en rater un. J'espère que ça a répondu à la question. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. J'attends encore un petit peu pour savoir s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression que ça va venir maintenant. N'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Écoutez, il me reste alors à ce moment-là à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit pour ceux qui vont partir manger. Bonne journée à tous.